Mesdames et messieurs, bonsoir. Éducation, citoyenneté. Quand un général de brigade met une conjonction de coordination, Belligne se met au pas. Pourquoi pas? La pandémie de Covid-19 menace les écoles, mais pas seulement. Il y a d'autres virus. Seuls les mots peuvent conjurer les mots, raison pour laquelle le général de brigade Mamadou Gueye brise le silence à travers cet ouvrage. L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne, il est aujourd'hui l'invité de votre émission Belligne, le général de brigade. Mamadou Gueye, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Pape Alioune, je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. Et vous êtes auteur de plusieurs articles et publications, directeur également général de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, c'est ça? Exact. Voilà, l'Agence de réinsertion sociale des militaires est une agence qui est sous la tutelle du ministère des Forces armées et qui est chargée de conduire la politique de réinsertion et de reconversion des militaires qui sont libérés pour leur trouver un second emploi et lutter contre la précarité au sein de leur famille. Et je veux dire, comme votre lexique affirmatif général, aujourd'hui on vous dit que vous êtes la grande muette, vous ne parlez pas. Et si vous décidez de briser le silence paré de l'école, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage? Alors, nous sommes partis d'un constat, hélas amer et largement partagé par tous les observateurs qui ont été meurtris au quotidien par la déliquescence des valeurs citoyennes, largement érodées dans notre société aujourd'hui, par des mutations sociétales protéiformes et agressives, dont les manifestations les plus visibles sont le désordre public, l'indiscipline généralisée, la crise des valeurs, le non-respect des institutions de la République. Bref, un ensemble de facteurs qui heurtent la conscience citoyenne et qui interpellent notre éthique en général et qui nous amènent à repenser l'éducation à la citoyenneté pour qui nous sommes convaincus que c'est l'éducation qui doit mobiliser toutes nos énergies. Parce que sinon, aucune autre éducation n'a de valeur. Je suis convaincu que nous devons, dans notre société, investir sur l'éthos patriotique. L'éthos patriotique, c'est important. L'éthique patriotique, c'est ça. C'est important, parce que le patriotisme, c'est cette valeur sublime, charnelle, qui doit mobiliser toutes nos énergies. Parce qu'il faut placer l'amour de la patrie au-dessus de toute autre considération. Parce que le patriotisme interpelle à la fois l'intérêt national, ça interpelle la mobilisation de toutes nos énergies. Ça nous demande de nous oublier nous-mêmes et de placer l'intérêt national au-dessus de toute autre considération. N'est-ce pas un idéal? On en parle, mais c'est difficile de matérialiser ces idéaux d'une manière générale. Autrement dit, des choses qui sont difficiles à atteindre. Absolument. Ça peut sembler théorique. Mais j'ai voulu prouver, à travers ce livre, qu'on peut être beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique, en donnant un contenu à cette éducation apparemment théorique, en nous inspirant de la pratique citoyenne dans les armées, qui s'inspire d'un triptyque, d'abord l'éthique professionnelle, le code de conduite rigoureux du militaire, et ensuite l'observation élémentaire de tous ces actes qui font un bon citoyen. Comme le respect de la chose publique, le respect des institutions de la République, le respect de la symbolique nationale, dont le drapeau, les institutions, etc., etc. Le respect de l'autre, de son voisin. Bref, une autre discipline que nous devons nous imposer pour, en fait, faire du citoyen un responsable et un élément essentiel dans la construction citoyenne et dans l'émergence pour laquelle nos autorités sont extrêmement préoccupées. Mon général, vous ciblez l'école, l'hôpital des esprits. Mais aujourd'hui, l'école est malade. Absolument. Comment la soigner? Alors, nous avons constaté effectivement que l'école, qui était censée être le lieu par excellence de l'éducation, est devenue de nos jours un lieu de dépravation, un lieu de contradiction, parfois violente. Un lieu de non-respect du civisme, parce qu'on y a importé la culture juvénile et on a importé
l'incivisme et l'incivilité publique que nous avons connu dans notre société. Comment soigner l'école? Oui. Il faut retourner aux fondamentaux. Ça veut dire redonner à l'école sa fonction essentielle d'instruction, pas seulement de l'instruction, mais d'éducation. Ça veut dire participer à l'émergence d'un citoyen nouveau qui est conscient de ses responsabilités, qui connaît ce que représente le pays pour lui, ce que représentent les autorités, ce que représente la symbole nationale et surtout le rôle qu'il doit jouer au sein de sa société. Nous sommes tous enclins, citoyens ordinaires, à plus réclamer des droits, à réclamer des privilèges, à se battre pour des prérogatives. Mais en réalité, on oublie nos obligations. Et je crois que c'est là où j'ai voulu insister. Vous allez dans le chapitre 3 consacré civisme et comportement citoyen. C'est dans ce comportement que nous devons investir. Parce que c'est le meilleur investissement qui soit, sinon toute autre instruction serait vain. On fait des efforts au plan économique, on fait des efforts au plan du développement, mais on oublie de construire le citoyen modèle. Et je crois que c'est là où on devrait insister pour vraiment arriver à cette croissance citoyenne que j'ai décrit dans ce livre. Et d'ailleurs, vous reprenez les mots de Lénine qui sont importants. L'État, c'est nous d'abord. L'État, c'est nous. Ça veut dire que nous avons quelque chose que nous partageons en commun. Nous avons des droits, mais aussi des devoirs. Nous avons plus de devoirs que de droits. Nous avons plus de devoirs que de droits. Plus de devoirs que de droits. Et je voudrais reprendre cette belle citation d'André Gide dans sa préface de Vol de nuit de Saint-Exupéry. Ils disent que l'immoralité, c'est d'oublier ses obligations et de se battre pour ses droits. Surtout avec le personnage de Rivière. Absolument. Donc il faut, par moment, bon citoyen, s'oublier soi-même pour penser à sa patrie, pour penser à sa nation. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et ça rejoint cette belle citation de John Fitzgerald Kennedy. Ask not what your country can do for you, exactement, but what you can do for your country. Oui. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut vous apporter, mais par contre ce que vous pouvez apporter en plus à votre pays. Oui. Donc c'est cette sublimation de l'esprit patriotique à laquelle j'appelle, vraiment qui constitue pour nous la priorité essentielle de tout. Quand on aime son pays, on s'oublie. Quand on aime son pays, on n'a plus d'autre priorité que l'intérêt national qu'on doit défendre. Ce que nous appelons nous dans les armées, dans l'éducation basique de l'institution militaire, on insiste sur cette sublimation des valeurs patriotiques. Aimer son pays plus autre. Jusqu'au être prêt au sacrifice suprême. Le soldat, il est prêt au sacrifice suprême pour son pays. Et n'attend rien en retour. Et c'est ce désintéressement vraiment qui constitue pour nous l'élément essentiel de l'éthique patriotique dont j'ai parlé tantôt. Donc, mon général, ne devrions-nous pas imposer la formation militaire au Sénégal? Vous n'êtes pas le seul à le penser. Il y a beaucoup... Parce que c'est important quand même. Nous Ces pensons que c'est important. sont importantes. C'est important et je crois que... N'est-ce pas la véritable solution face à tous ces mots? On parle d'incivisme, on parle de comportement qui va à l'encontre de la citoyenneté. Est-ce que la formation militaire, et ça se passe dans d'autres pays, et ça paye aujourd'hui, est-ce que la formation militaire n'est pas aujourd'hui la panacée face aux mots qui touchent les écoles? C'est extrêmement important. Vous savez pourquoi on cite très souvent les armées comme le modèle par excellence de civisme et de citoyenneté? C'est par la formation. Oui. Maintenant, interrogeons-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de cette formation? D'abord, c'est la préparation morale, intellectuelle, qui fait que le militaire, il est obligé de se conformer à ce qu'on appelle le code de conduite, qui est symbolisé par le règlement de discipline générale. Oui, discipline. Ce règlement de discipline générale doit être obligatoirement suivi, observé, obéi par toute la corporation militaire. Sinon, en retour, il y a les sanctions qui pèsent sur les militaires s'ils n'observent pas certains règlements qui sont édictés par le règlement de discipline générale, jusqu'au port de la tenue.
jusqu'à la façon de parler, hein, jusqu'à la façon de commercer avec le public. Tout ça, c'est réglementé dans l'éducation. Pour répondre à votre question précisément, est-ce qu'on ne devrait pas étendre l'instruction militaire Pourquoi pas à la jeunesse? Je crois que les autorités sont très conscientes de ça. Et il y a un début d'ailleurs de solution, parce que je crois que je ne dévoile pas un secret en disant qu'on a commencé la formation civique et morale et formation élémentaire militaire au profit des nouvelles recrues de la fonction publique. Cette année, il y a eu 1200 recrues de la fonction publique qui ont été formées au centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne à Thiès pendant pratiquement 2 semaines sur les fondamentaux, sur le comportement, sur le respect des institutions de la République. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Qu'est-ce que c'est que l'État? Quelles sont les obligations de l'État? Mais quelles sont les obligations citoyennes? Et ça a une formation qui était extrêmement intéressante et qui a été bien appréciée par ceux-là même qui l'ont suivi. Et je crois que ça devrait faire tâche d'huile. Oui, à la base. À la base, pour qu'on puisse l'étendre à tous les compartiments de la société. Il y a également les instituts supérieurs de formation, comme l'École nationale d'administration, qui fait des séjours dans l'armée pendant 45 jours, qu'on appelle formation initiale du combattant, FIC spécial. Et ça les prépare effectivement à ça. Mais nous devrions arriver, pour moi, l'idéal, à ce que tous les citoyens passent dans ce moule, ne serait-ce que pendant un temps déterminé de 2 à 3 semaines, pour qu'on puisse les faire une immersion dans le milieu militaire, où on leur apprendrait, par exemple, l'école du drapeau, ce que c'est que l'emblème national, ce que c'est que comment on monte le drapeau, comment on le descend, qu'est-ce que ça représente, cet emblème national-là, et comment on devrait lui rendre hommage, comment on doit le respecter, comment on doit le sublimer. Et ça, c'est des formations pour lesquelles nous sommes très enthousiastes et nous le faisons toujours avec beaucoup de cœur. Général Mamadou Gueye, vous insistez sur la pédagogie. Vous venez de développer un peu sur la pédagogie. Vous insistez sur la pédagogie dans cet ouvrage. Mais la pédagogie, je parle tout simplement mon cas, dans les écoles publiques pour les civils, c'est tout simplement des leçons écrites que l'on apprend et que l'on récite tout simplement pour avoir une bonne note. Aujourd'hui, comment insister sur la pédagogie, sur des instructions civiques, l'amour du prochain, l'amour du Sénégal, mais ça reste toujours inscrit dans les leçons. Exactement. Il faut que ça sorte de ce cadre purement théorique. Autrement dit, l'instruction doit sortir des murs de l'école. Absolument. C'est ce que j'ai appelé, quelque part, vers la page 90, l'instruction extramuros. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'y apporter un peu plus de pragmatisme. L'éducation citoyenne que nous enseignons à nos enfants, à l'école, en les amenant dans les bases militaires, en les amenant à faire des séjours, même ne serait que de courte durée, dans les cantonnements militaires, c'est justement pour leur faire toucher du doigt ces fondamentaux que nous essayons d'enseigner. Donc, loin d'être purement théorique, elle peut être pratique. C'est-à-dire dans la façon même de transmettre ses connaissances. Quelque part, j'ai appelé cela la vertu de l'exemple, qui est un essence extrêmement important au niveau de la pédagogie, au niveau même de la classe. Il faut que l'enseignant, que le directeur d'école soit un exemple, un exemple vivant. Parce qu'il est regardé toujours par les élèves comme un miroir. C'est vrai. Aussi bien dans son comportement, dans ses attitudes pédagogiques, dans son verbe, sa façon de communiquer, sa façon de transmettre les connaissances. Dans tout ce qu'il fait dans la vie, il doit être un exemple concret d'un citoyen modèle. Et ça a une finalité extrêmement importante. Et d'ailleurs, vous l'écrivez, respect de soi-même, correction du langage, respect des autres, assiduité et ponctualité, rendre service, culture de la vérité. Absolument. Ça, c'est des valeurs morales qu'on nous enseigne, qu'on nous enseignait dans nos sociétés traditionnelles, ce que j'appelle le yar, le kersa, la décence, même la décence dans le verbe, la décence dans le port, et surtout la discipline. J'ai insisté sur le mot discipline parce que tout ce que nous observons comme déliquescence de nos valeurs, ce n'est rien d'autre que la manifestation
de l'indiscipline de nos citoyens. Et cette discipline doit être érigée d'ailleurs en autodiscipline. C'est-à-dire que le citoyen ne doit pas attendre d'avoir un gendarme, un policier derrière lui. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Par exemple, les feux, je parle tout simplement l'exemple des feux. Exactement. Il est minuit, vous conduisez votre voiture, le feu est rouge, il n'y a personne, la circulation est libre. Mais vous vous imposez une obligation, c'est de respecter le feu qui vous parle. On dit que la peur du gendarme est le début de la civilisation. J'ai toujours dit non. C'est l'absence du gendarme qui est le début de la civilisation. Oui. Parce que le citoyen s'impose. Il est entouré de gendarmes. Il faut qu'on arrive à un idéal républicain où chaque citoyen devient le policier de l'autre, devient le contrôleur de l'autre. Je dois, vous, Pape Abdoulaye Sarr, vous faire des reproches, vous ramener à l'ordre si vous déviez. Et ça, et vice-versa. Et chaque citoyen devrait pouvoir contrôler ses vis-à-vis pour éviter ces agressions de voisinage, ces agressions publiques que nous observons, la destruction du bien public, le bien commun, qu'on appelle entre nous Mbedumbour. L'actualité vous donne raison. Avec la destruction des biens publics et privés. Mais ça, c'est la manifestation la plus virulente de l'incivisme de notre jeunesse. Parce que c'est bien que nous détruisons, malheureusement, c'est le peu de biens que nous avons, que nous devrions plutôt protéger pour nous et pour les générations futures. Si nous les détruisons, mais nous nous détruisons nous-mêmes. Je crois que ça aussi, il est fondamental qu'au niveau des curricula que nous enseignons dans cette pédagogie de l'exemple, qu'on puisse, avec des cas concrets, montrer aux enfants ce que cela nous coûte de détruire un bien public qui doit être profitable pour toute l'humanité et pour toute la corporation. Le titre est important. L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne. Est-ce que l'école est en compétition avec la modernité, avec les changements sociaux? Et justement, il devrait s'agir plutôt d'une adaptation permanente. Parce que notre société évolue. Est-ce le cas? En qualité d'observateur un peu lointain, je vois que par moment, il y a des déphasages entre les curricula que nous enseignons et l'évolution de notre société. Il faudrait qu'on puisse de temps en temps faire ce que nous appelons dans l'armée lesson learned, leçons apprises. Ce que nous constatons comme déviance sociétale, comme problème majeur d'indiscipline notoire, nous devons essayer d'avoir les réponses pédagogiques au niveau de l'école. Et c'est là où j'ai dit qu'il faudrait qu'on repense l'éducation à la citoyenneté en revoyant les programmes, les curricula. Il est vrai qu'il y a le module les domaines qu'on appelle vivre ensemble, vivre en société ou vivre dans son milieu, mais il y a des limites dans cette éducation qui est très théorique. On devrait pouvoir quand même revisiter ça à la lumière de nos évolutions, mais à la lumière également de l'évolution de notre société et de notre jeunesse, qui est dans un cadre un peu plus mondialisé où nous progressons de plus en plus vers la primauté des individualismes, vers la judiciarisation de notre société, vers la primauté de l'intérêt personnel sur l'intérêt général. Et de plus en plus, il faudrait qu'on puisse trouver les parades scolaires pour éviter. Mais il serait hasardeux et peut-être également injuste même de faire porter la responsabilité uniquement à l'école. La société, la famille, qui est le noyau de base, a une part de responsabilité. Parce que dès l'élève sort de son milieu familial, mais il est happé, il est absorbé par la rue. C'est vrai. Il faudrait que la rue puisse assurer la continuité de l'éducation qui est supposée être donnée à l'élève au niveau de sa famille. C'est vrai. Dans la société, dans la rue, la voie publique. Mais qu'est-ce qui se faisait, Papa Alioune, dans notre société à l'époque? Tout le monde participe à l'éducation. Oui. On avait plusieurs pères. Il y a plusieurs oncles dans la rue. Chacun peut corriger, voilà, sans aucune forme de procès. Malheureusement, avec ces replis individuels, ces égocentrismes qui minent notre société, il y a des ruptures, malheureusement, qui se concrétisent par ces dérives que nous constatons malheureusement tous. Mon général, une question très courte, mais parfois peut-être très compliquée. Est-ce facile d'être un citoyen? Il est facile d'être un citoyen. Il est facile. Il est très facile d'être un citoyen. Mais pourquoi nous ne le sommes pas? Je parle d'une manière générale.
Alors, il y a plusieurs raisons. La première peut-être, c'est le manque d'éducation. Hein? Je crois que pour former un bon citoyen, il faut d'abord que le citoyen soit bien éduqué. Et éduqué aux premiers âges, dès la tendre enfance. Parce qu'il y a cette sagesse africaine qui dit que un enfant, c'est comme un arbre. Oui. Hein? On n'abat jamais un arbre qu'en passant par ses racines. C'est vrai. Mais aussi, un enfant qui est mal éduqué, un enfant qui est indiscipliné, fera rarement fruit en sa vieillesse. Donc, il faut qu'on investisse dans cet enfant-là. Éviter d'avoir ces phénomènes d'enfants de la rue ou d'enfants dans la rue. La place de l'enfant se trouve à l'école ou dans sa famille. Exactement. Donc, il faudrait qu'on puisse essayer également à ce niveau vraiment de mettre tout l'effort qu'il faut pour que l'éducation citoyenne qui est entamée dans la famille puisse trouver une continuité logique et cohérente dans la voie publique, mais également dans tous les compartiments. Mais il faudrait que tous les citoyens, les adultes que nous sommes, les parents que nous sommes, que nous soyons des exemples. Ce que j'ai appelé quelque part la vertu de l'exemple. Il faudrait qu'on soit des exemples en tout. La pédagogie mais si par l'exemple, oui. Les adultes eux-mêmes commencent à être des exemples de mauvais citoyens, mais j'ai peur pour nos enfants. Parce qu'ils regardent ces adultes-là et ils pensent que c'est la voie à suivre. Donc il y a un sursaut, j'ai employé le mot sursaut national qu'il nous faut. C'est-à-dire que tout le monde, à chaque niveau qu'on soit, le journaliste dans sa rédaction, l'enseignant dans sa salle de classe, le militaire dans sa base, etc. Chacun a un rôle important à jouer. Parce que l'école, certes, doit former des bons ingénieurs, de bons journalistes, de bons militaires, mais l'école doit surtout former de très bons citoyens. Mais bon, en général, tout passe par l'école. Mais aujourd'hui, il y a une coupure sociale. D'après les chiffres de la COSIDEP, près de 2 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Je pense qu'il faut s'attaquer aux maux, aux racines du mal. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que le droit à l'éducation, oui, c'est un droit consacré. L'enfant a droit à une éducation. Maintenant, quelle est la forme? Soit aller à l'école. Au Sénégal, nous avons les daras, mais qui jouent le même rôle que les écoles. Vous dites le référentiel religieux. Référentiel religieux, éducation religieuse. Un relais indispensable à la croissance citoyenne. Page 104. Absolument. Donc nous avons, un instrument ici extrêmement important qui, couplé à l'école, que nous avons hérité un peu du lait colonial, mais peut nous donner vraiment le citoyen modèle. Parce que la plupart des autorités que vous voyez actuellement ont fréquenté les deux. Oui. Ils ont fait les daras dans les moments de liberté, mais ils ont fait également l'école publique. Et il faudrait qu'on puisse combiner les deux, ne pas faire d'exclusion, pour que l'éducation citoyenne soit vraiment une réalité vécue, aussi bien dans les écoles que dans nos foyers et dans la voie publique. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est l'école publique qui doit être le socle? Parce que mais aujourd'hui, l'école publique se frelate aujourd'hui. Quel parent voudrait aujourd'hui envoyer son fils à l'école publique alors que c'était le socle de l'excellence? Absolument. Nous sommes tous des produits de l'école publique. Oui. Donc, il est nécessaire... Mais aujourd'hui, c'est le privé qui l'emporte. Autrement dit, celui qui ne casse pas sa tirelire ne peut pas assurer l'éducation de ses enfants. Mais ça, c'est un phénomène mondial. Nous allons de plus en plus vers des privatisations de tout. Oui. La privatisation de la sécurité, la privatisation de l'éducation, la privatisation, etc., etc., etc. Mais l'école publique, à mon avis, doit retrouver sa place. C'est-à-dire que les autorités devraient donner assez de moyens, revoir un peu, construire assez d'écoles, assez de salles de classe, moderniser et surtout bien former les enseignants. C'est important. Je crois que c'est important parce que un formateur, il devrait être bien formé. Ce que j'ai appelé quelque part à la fin du livre les obligations de l'enseignant, où je les ai titillées un peu. L'enseignant, quand même, a une part de responsabilité dans la formation de l'élève. Mon général, vous aimez le mot discipline, vous aimez également le mot sécurité, forcément. La dimension de la citoyenneté a un aspect sécuritaire important. Parce que je donne un exemple. Là où les djihadistes sévissent, c'est là où il y a l'ignorance. Et l'ignorance est tuée par l'école. Ça, c'est important. Absolument. Vous avez parfaitement raison. L'ignorance est le terreau fertile, d'ailleurs,
des menaces sécuritaires. Parce que les gens vont recruter dans ces milieux malheureusement défavorisés et incultes, ou bien mal éduqués et mal instruits. Donc il est extrêmement important de faire de la discrimination positive au profit, au contraire de ces couches sociales, pour que l'éducation soit vraiment quelque chose de mieux partagé. Que tous nos enfants en âge d'éducation soient éduqués dans les bonnes écoles, dans les bons curricula, pour espérer avoir vraiment ce citoyen important. Le corollaire entre la discipline et l'éducation et la sécurité est extrêmement important. Parce que de plus en plus, nous sommes dans une société où la sécurité doit être privilégiée surtout. Parce qu'on ne peut rien faire sans la sécurité. Oui. Il y a des menaces protéiformes qui nous entourent, oui. Qui nous agressent au quotidien. Et il est important de former le citoyen sécurité. Parce que le citoyen, s'il est imbu, s'il est bien éduqué donc dans ces contenus sécuritaires de sa fonction, lui, en tant que citoyen, il est à même d'aider et d'apporter sa contribution à la sécurité et à la sûreté. Ça, c'est extrêmement important et ça ne peut passer que par l'éducation. Mais je sais que dans l'armée, ça se fait, mais dans la société, comment organiser l'éducation citoyenne? Il faut inclure l'armée dans ça? J'ai appelé un chapitre « Obligation partagée », responsabilité partagée. Parce que aussi bien l'école, aussi bien la famille, aussi bien les autorités, chacun doit participer à la formation du citoyen. En quoi faisant? En essayant d'apporter une contribution, ne serait-ce que soit par écrit, soit par des forums qu'on peut organiser. Je donne l'exemple toujours de nous, la pratique citoyenne des armées que nous faisons au profit de l'éducation nationale, avec les IA, les inspections d'académie, les inspections d'éducation et de la formation, les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation, les CRFPE. Ce que nous essayons de faire avec eux, c'est élaborer ensemble un plan d'action qui permet de temps en temps de sortir les élèves de l'école, de les amener dans les cantonnements militaires. Pourquoi pas? De leur enseigner la pratique citoyenne qui est inspirée des armées, leur faire l'école du drapeau, leur apprendre les béabas du civisme, ce que c'est qu'une autorité publique, ce que c'est que la symbolique nationale, qui n'est pas seulement le drapeau, mais c'est toutes les institutions, n'est-ce pas, qui symbolisent la République, de leur apprendre le comportement en public, comment un bon citoyen doit se comporter. Et nous sommes tous heurtés régulièrement par ces dérives comportementales dans la rue, les gens qui s'habillent n'importe comment, les gens ils parlent n'importe comment, on jette tout, on détruit à tout va. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui interpelle la mobilisation de toutes les forces et de toutes les composantes de notre société. Mon général, quand une force de l'ordre voit un peu le désordre social, quelle est sa manifestation? D'abord, elle est meurtrie. Meurtrie par le désordre. Le désordre rime toujours mal avec force de l'ordre. Oui. La première réaction, parce que nous autres forces de l'ordre, nous avons une fonction d'éducation dans un premier temps. La fonction de prévention, c'est-à-dire il faut parler aux citoyens. Le policier le fait régulièrement dans la rue, le gendarme le fait régulièrement. Il faut parler, interpeller. Voilà. La communication, elle est importante. Après cette prévention, il y a l'éducation. Il faut éduquer les masses. Il faut éduquer les gens par les écrits, par les émissions, par les échanges formels, informels. Et enfin, il faut la répression. La répression. Il faut punir. Servir et punir, comme disait Foucault, par exemple. Absolument, parce qu'il y a cette vertu pédagogique de la punition, de la sanction. La sanction peut être négative comme elle peut être positive. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à sanctionner ce qui manque très souvent dans notre société. Parce que il y a le masla, il y a le masla. Le masla, toujours enclin à intervenir, toujours enclin à pardonner, à oublier. Alors que la sanction a cette vertu pédagogique de corriger, de rectifier
et de construire ce citoyen modèle. Et j'espère que vous n'allez pas me sanctionner. J'ai été discipliné durant toute cette émission. Vous avez été extrêmement discipliné, vous avez été un citoyen modèle. Il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu d'abus. Au contraire, je dois même vous féliciter, vous méritez une sanction positive. Et je porte une médaille, comme les téléspectateurs et qui nous regardent dans belle ligne. Le général Mamadou Gueye, général de brigade Mamadou Gueye, merci d'être là. Mais merci, Pape Alioune. C'est un honneur et un privilège vraiment de partager ce plateau avec vous. Plaisir partagé. L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne. Livre édité par les éditions Harmattan. Éduquer, l'éducation, le premier pas d'une société, ça se dévoile et elle est bien distillée à travers les mots, pas à travers le bâton, mais les mots du général de brigade Mamadou Gueye qui était à l'invité de l'émission Belle Ligne. Merci à l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.